pas mal, Ah, ça. Bonne cool. idée, merci. Ah, je t'en prie. T'as fait à l'intuition, hein, parce que je ne suis pas Comme quoi, très, vous très êtes au point. Ouais. plus intelligent à plusieurs et que à deux, c'est mieux. Oui, Voilà. Et justement, effectivement, le sujet de ce exactement, soir, c'est le sujet du soir. voilà, de dire qu'à deux, c'est mieux. Alors, pour en arriver là, on va commencer par faire des rappels sur des choses que nous avons vues au cours de sessions précédentes. Bon, la répétition fait partie de la pédagogie, donc ce sera une partie assez longue quand même, mais synthétique en même temps. Et puis, nous étudierons ensuite le cycle des saisons en couleurs et nous verrons son lien avec le flux lumineux et les différentes applications qu'on peut en faire. Alors, premier rappel, le Yiking, il est né comme un support d'un art divinatoire qu'aujourd'hui on appelle l'aide à la décision et qui repose sur le tirage, une pratique qui consiste notamment avec des pièces, à éventuellement jeter trois pièces en même temps et puis répéter l'opération 6 fois pour dessiner quelque chose qui s'appelle un hexagramme. Et puis, cet outil, ce livre qui est né comme un support d'aide à la décision, est devenu, à un moment donné, un outil de sagesse. À force de prendre des bonnes décisions, tu finis par comprendre pourquoi il est sage de prendre ces décisions. Et ceci renvoie beaucoup à la philosophie de Confucius, hein, puisque le Yiking a été enrichi d'écrits de disciples de Confucius. Donc, de simples supports d'aide à la décision, le Yiking a acquis un autre statut qui était celui d'un livre de sagesse. Et puis, on peut lui attribuer un autre statut qui est celui d'être un support de spiritualité. Alors là, ça renvoie sur le fond à une notion que les Chinois appellent Tao, qui est l'idée d'un flux vital qui nous emporte. On peut le résumer quelque ça, d'une manière un peu abrupte. Alors, on a vu au cours de séances que nous avons faites qu'il était possible donc de réaliser un tirage avec les pièces. Donc ça, c'est vraiment la phase divinatoire. Ensuite, une fois qu'on a réalisé un dessin de 6 traits après avoir fait 6 jets de 3 pièces, on identifie l'hexagramme parmi 64 possibilités. Et pour ces hexagrammes, pour chacun d'entre eux, on accède à un texte, le texte originel, et donc on a pu se consacrer à la lecture du texte. Ce que nous n'avons pas encore fait, c'est la lecture des commentaires. Mais il est important de bien distinguer les textes et les commentaires. Pour s'amuser avec le leaking, poser quelques questions, là, et puis, je veux dire, dans un premier temps, ne lire que le texte. Pendant trois, quatre tirages, on ne lit que le texte. Et puis après, on lit les commentaires. Et là, on voit comment les commentaires peuvent rejoindre le texte, parce que, d'une manière générale, ils sont assez éloignés. On a besoin, pour ça, d'avoir recours à d'autres analyses basées sur la composition des hexagrammes. Alors, on a dit que c'était aussi une spiritualité qui renvoie à un paradigme dans lequel il y a une loi, c'est que l'immuable, c'est le changement. Donc, cette phrase, elle nous dit que ce qui ne change pas, l'immuable, c'est le changement. On peut, en poussant à l'extrême, utiliser cette phrase pour dire que ce qui ne change jamais, l'immuable, c'est que tout change tout le temps. Quand bien même certains de ces changements nous seraient imperceptibles, par exemple parce qu'ils se font sur une échelle de temps qui nous dépasse. Mais on peut retenir derrière l'immuable, c'est le changement, cette idée que la seule chose qui ne change pas, c'est que tout change tout le temps. Et c'est pour ça que le Viking, c'est le livre des transformations.
transformation, comment on passe d'un mouvement à un autre, puisque les mouvements sont l'objet principal d'étude du Viking, qu'ils s'exercent selon deux sens qui sont les sens yin et yang sur lesquels nous allons revenir, et qu'il est identifié qu'il y a trois types de mouvements possibles. Le premier mouvement, c'est le mouvement linéaire, le va-et-vient, le va-et-vient, le yin et yang. Donc, on a le mouvement linéaire. On a également le mouvement circulaire. Et là, c'est clairement le mouvement qui s'exerce dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Mouvement qu'on pourra qualifier de chronologique s'il est dans le sens des aiguilles d'une montre ou rétrograde s'il va dans le sens inverse. Et puis le troisième mouvement, et c'est une subtilité à intégrer, c'est le repos, c'est l'absence de mouvement. Alors, comment dans l'absence de mouvement peut-on distinguer le yin et le yang? Alors là, moi, je vous propose un exemple que tout le monde a vécu un jour, je crois, ou presque. C'est quand vous cherchez une place de stationnement et que vous voyez quelqu'un dans sa voiture. Et là, ce que vous vous demandez, c'est mais est-ce qu'il vient d'arriver ou est-ce qu'elle s'apprête à partir? Et vous avez là les deux sens, yin et yang, du mouvement à la base de repos. La voiture, elle est stationnée. Vous ne savez pas si, avant d'observer si le type met sa ceinture ou l'enlève, etc., vous ne savez pas si elle vient d'arriver ou elle s'apprête à repartir. Et ça vous intéresse qu'elle s'apprête à repartir. Donc voilà les bases du paradigme du Viking, c'est de dire que tout change, soit dans un sens yin, soit dans un sens yang, et soit dans un mouvement linéaire, dans un mouvement circulaire, ou dans une absence de mouvement. Alors, yin, yang, nous pouvons les représenter à l'aide de traits. Pour yin, c'est un trait ouvert en son milieu, ou à l'aide de chiffres. Et pour yin, c'est le chiffre 2, et ensuite, tous les chiffres pairs seront considérés yin. Tandis que yang, c'est un trait plein. En fait, un trait où on a rajouté un troisième segment, là où il y avait un trou dans le précédent. Et c'est du coup le chiffre 3 qui est associé à yang et par suite tous les nombres impairs. Alors, oui, mais encore yin et yang, c'est quoi? Alors, yang, c'est le lumineux. Pourquoi? Pourquoi yang est lumineux? Parce qu'en chinois, yang, ça désigne le côté d'une montagne qui est au soleil. Alors que yin, ça désigne le côté de la montagne qui est à l'ombre. Alors en français, que connaissent surtout les gens des régions de montagne, ça s'appelle l'adret pour le côté au soleil et l'ubac pour le côté à l'ombre. Mais en Bretagne, on ne connaît pas. Hein. Mais bon, là, c'est le lumineux, c'est yang, c'est le côté ensoleillé. Et puis, yin, c'est l'obscur. Mais là, on se situe dans un registre qui, ceci étant, puisque c'est le premier qu'on rencontre, traduisant yang et yin par lumineux et obscur, c'est le registre de la lumière. Et le registre de la lumière, dans le Viking, ça sera notre fil d'Ariane. Si on est perdu à un moment donné, on revient à la base en disant, et dans cette affaire, qu'est-ce qui est lumineux ou qu'est-ce qui est obscur? Et ça, c'est un registre, le registre de la lumière, qui en soi est un registre yang. Et on a un registre yin qui est le registre de la matière. Et dans ce registre, on dira que yin est malléable et on dira que yang est ferme. On a là les définitions principales de yin et yang, mais nous allons y rajouter une troisième, parce que ce qui nous intéresse, c'est de discerner
la transformation, le changement, le mouvement qui est en cours. Et donc ce mouvement qui est de fait là, issu de la rencontre de la lumière avec la matière, sera soit, s'il est yin, un mouvement de contraction, soit, s'il est yang, un mouvement d'expansion. Donc avec ça, on voyage dans le viking. C'est la trousse à outils de base. On sait que yin, c'est l'obscur, la contraction, le malléable. On sait que yang, c'est le lumineux, l'expansion, le ferme. Et même, on va un petit poil plus loin, on dit que ce qui nous intéresse, c'est le mouvement. C'est-à-dire que yin ne sera pas forcément l'obscur. Yin, c'est le mouvement d'obscurcissement. Et donc, ça peut être une lumière qui est en train de décroître. Et de même, on ne dira pas que yang est le lumineux, mais l'éclaircissement. On aura tout du long cette priorité donnée à la lecture de ce qu'on trouvera dans le Viking en tant que mouvement. Alors, pour finir, on a vu lors d'une séance précédente les trois relations principales qui unissent un hexagramme à ses trois amis. Le premier ami, c'est l'opposé. Alors, l'opposé, on a pu voir que ce qu'il faisait, c'est qu'il il nous confortait dans la compréhension du sens, soit temporel, passé, futur, avant, après, soit spatial, intérieur, extérieur. Et donc, il nous renseigne sur l'endroit où nous sommes dans l'espace-temps, de fait. Le Viking, c'est une sorte de super GPS qui te qualifie le moment énergétique. Ensuite, on a vu le renversé. Alors, le renversé qui est quand même assez paradoxal parce que c'est un peu la lettre cachée de Garpo, je crois, où le type, pour planquer un courrier, il le met sur la cheminée. Les gens passent à côté, ils regardent, ils cherchent partout la fameuse lettre et ils passent à côté du fait qu'elle est là, bien en évidence, aux yeux de tous. Et le renversé, c'est un peu ça, c'est-à-dire que il est facile à trouver le renversé puisque la numérotation des hexagrammes qui nous l'indique, entre les numéros impairs et les numéros pairs. Et en même temps, il est très peu utilisé, on ne sait pas trop ce qu'il veut dire. Et ce que nous avons vu, c'est que ce qu'il veut dire, le renversé, c'est qu'il nous renseigne sur l'invariant, sur ce qui, quel que soit le côté de l'échiquier duquel on se place, est strictement pareil. Donc ça, c'est intéressant pour identifier vraiment finalement ce qui est au cœur de l'hexagramme. Et puis, il y a le nucléaire, un usage un peu plus complexe, mais qui, lui, renseigne sur la dynamique interne qui anime un hexagramme, donc qui anime le moment énergétique où vous êtes en train de consulter. Voilà, donc ça c'était pour les rappels de ce que nous avions vu avant. Et maintenant, si nous regardons, mais je vous en prie, hein, n'hésitez pas à intervenir hein, si ça va trop vite ou trop lentement, je ne sais pas, n'hésitez pas à le dire. Ce que nous allons voir maintenant, c'est une approche d'un élément justement extrêmement important parce que c'est l'élément temporel et que c'est une des grandes forces du Viking que justement d'être précis sur le temporel. Donc, ce que nous allons faire, nous allons étudier, finalement, Yin c'est 2, Yang c'est 3, on va étudier le 4. Et pour le 4, nous allons revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, puisqu'il était question d'espace-temps. Nous vivons bien effectivement dans un espace-temps à 4 dimensions, 3 dimensions d'espace et une dimension de temps. Alors, quand on regarde l'espace, ce qu'il faut savoir, c'est que les Chinois, ils placent le nord en bas, alors que nous le plaçons en haut. Alors, ce n'est qu'une question de convention. Ça ne change rien à ce qu'il y a sur la map monde. Mais moi qui avais chez moi mis une map monde à l'envers,
j'ai été surpris par le nombre d'amis qui me demandaient ce que ça représentait. C'était le monde vu dans l'autre sens. Donc là, les Chinois, ils regardent le monde en mettant le nord en bas. Alors, on va se faciliter la vie par rapport aux Vikings, on va faire comme eux, on va mettre le nord en bas. Et du coup, on mettra à gauche l'est, au-dessus, on mettra le sud, et à droite, on mettra l'ouest. Et on aura donc une représentation spatiale du chiffre 4. Si on va maintenant dans l'aspect temporel, quand on en a 4, on sait de quoi il s'agit, ce sont les 4 saisons. Et donc, nous allons affecter à chacune des directions une saison. Au nord, nous allons mettre l'hiver. L'hiver, au nord, ça fait sens. C'est là où il fait froid, c'est là où les jours sont les plus courts en hiver, autour du solstice d'hiver. Donc, on va mettre l'hiver au nord. Et ce que je vous propose, c'est de manipuler à l'avenir cette notion d'hiver au nord avec la couleur bleue. Bon, la forme, on verra plus tard, on s'en servira pas beaucoup. Mais la couleur, on va beaucoup s'en servir pour caractériser la saison. Et la saison d'hiver, je vous propose que ce soit la couleur bleue. Pour ce qui est du printemps qui se trouve à l'est, comme les cigognes qui arrivent en Alsace, qui lui sera associé, ça sera la couleur verte dans un triangle pointant vers le haut. Et puis le sud, ce sera l'été. Et l'été sera représenté par un cercle jaune, un rond jaune. On n'utilisera pas énormément les formes, encore une fois, hein, tout de suite, mais par contre, les couleurs, on va beaucoup les utiliser. Et la dernière couleur qu'on utilisera pour l'automne à l'ouest, c'est le rouge. Ce sont quelque part un peu les couleurs de la nature, hein, la verdure qui fleurit au printemps, les feuilles et la rouille qui apparaissent à l'automne. Bon, donc on a là euh, une évocation, je dirais, un peu de la nature, mais ce n'est qu'une convention. Hein. Enfin, ce ne prétend pas être quelque chose d'universel. Chacun réagit aux couleurs différemment. Et donc là, il s'agit juste de se mettre d'accord que quand on mettra du rouge, ça voudra dire qu'on parle de l'automne. Alors, si on va maintenant à deux, c'est mieux. On va prendre des traits et on va les grouper par deux. Et avec deux traits de deux natures différentes, yin ou yang, il nous est possible de composer quatre ensembles. Un ensemble yin-yin qui sera celui du nord de l'hiver. Alors si on reprend ce qu'on a dit, c'est du yin, donc ça veut dire que c'est obscur. Bah oui, effectivement, on est autour du solstice d'hiver. C'est une contraction. Effectivement, il s'agit là de retenir une puissance qui va en fait se libérer au printemps. Et on le voit là avec l'apparition du triangle par en bas. C'est la lumière de la Terre qui se présente au ciel, dans lequel il y a deux yang, deux lumières. C'est l'été. Et ensuite, il y a une réapparition d'un treillis qui marque l'automne. Donc on a là associé les quatre bigrammes aux quatre saisons. Et on peut, sur ce schéma circulaire, identifier déjà ce qui se passe, à savoir que ne foisonneront au printemps que les choses qui ont été entretenues en hiver, ne pourront être profitées à l'été que les choses qui ont été mises à disposition par le printemps, de même que ne pourra à l'automne être exploité que ce que l'été aura laissé derrière lui. Et d'ailleurs,
l'automne, à ce moment-là, préparera ce qu'il laisse, on pourrait presque dire en héritage, à l'hiver suivant. Et le cycle est reparti. Cette dynamique-là, elle est importante à comprendre et à illustrer. Et on va l'illustrer d'une manière différente, qui n'est plus circulaire, mais qui est à plat, à partir de cette courbe. Alors, je ne sais pas, si vous voulez rallumer votre micro, n'hésitez pas. Cette courbe, d'après vous, qu'est-ce que c'est? Pas de réponse? Personne n'a d'idée ou à proposer sur ce qu'est cette courbe? Alors, on va avancer. Alors, voilà. En bas, la ligne horizontale qui va de 1 jusqu'à ici 361, mais en fait 365, ce sont les jours de l'année. Et l'axe des ordonnées, l'axe vertical, c'est la durée du jour en minutes. Donc là, cette courbe-là, elle est vraiment fondamentale. C'est la quantité d'énergie, c'est pas la quantité justement, mais on verra ça après, mais c'est quand même la durée d'allumage du lampadaire qui nous fournit notre énergie, qui est le soleil. Et cette courbe, du coup, par ailleurs, un ami reste tout à fait récemment m'a dit, mais ça ressemble à la courbe de l'épidémie. Et oui, effectivement. Cette courbe, quelque part, c'est la courbe de la vie. Sauf que, si on regarde, bon, on peut améliorer un peu les choses. À gauche, au début de la courbe, c'est le solstice d'hiver. C'est le moment où les jours sont les plus courts. Et puis, au cours de l'hiver, qui dure à peu près 90 jours, qui nous entraîne à peu près, vous voyez, dans cette zone, si vous voyez la flèche, ça, là, on rentre dans le printemps, à un moment qui est l'équinoxe, le moment où on passe par le jour où le jour et la nuit sont égaux. Alors que en hiver, le jour augmentait, mais malgré tout, la nuit restait plus longue que le jour. Et puis, au printemps, l'équinoxe, et ensuite on va jusqu'au solstice d'été, le sommet de cette courbe. Le solstice d'été qui marque le début de l'été, qui en fait est la période où les jours commencent à décroître. Et puis ensuite on passe par l'équinoxe d'automne et on rentre dans l'automne. Et puis et on arrive, comme on disait tout à l'heure, par l'automne à rentrer dans l'hiver suivant et donc à y injecter ce qui, au printemps suivant, foisonnera. Donc, alors, ça, c'est ce que j'appelle le flux lumineux. Mais ici, on a pris en compte que la durée. Or, c'est pas ça qui fait exactement l'été et l'automne. C'est un peu plus météorologique. Ça dépend de choses qui sont aussi bien l'activité solaire, qui n'est pas la même d'un jour sur l'autre, que la météo, qui fait que les rayons du soleil nous parviennent plus ou moins. Et donc, il n'y a pas que la durée qui joue dans, à un moment donné, l'influence qui s'exerce sur nous de par les rayons du soleil. Donc là, ici, du coup, j'ai retouché un peu la courbe. Alors, je l'ai un petit peu accentué dans sa forme, d'une part, et puis j'ai décalé. C'est-à-dire que là, vous voyez, en jaune, l'été. Je propose comme définition de l'été, non pas la période qui suit le solstice d'été comme dans notre calendrier ordinaire, mais la, la période qui entoure le solstice, avec la première partie où les jours continuent à croître et puis la deuxième partie où les jours se mettent à décroître. Mais au final, ça donne un équilibre. Moi, personnellement, j'ai toujours
estimé, mais c'est en Bretagne, hein. Ailleurs, je ne sais pas ce que ça donne. En Bretagne, le mois de juin est plus estival que le mois de septembre, d'un point de vue météorologique, on va dire. Et donc là, cette courbe-là, elle offre en plus de belles symétries. Alors, si on exploite un peu cette courbe, on a donc l'hiver qui correspond au bleu que là, du coup, j'ai découpé en deux parties, une à gauche de la courbe et une à droite. Mais prenons donc le départ de l'hiver. Et puis ensuite, en vert, on a le printemps avec notre bigramme que nous avons identifié tout à l'heure, hein, du yang en dessous de yin. Et puis on arrive à l'été avec nos deux yang, et puis on passe à l'automne avec notre yin sous le yang. Et puis on rentre en hiver, mais là, j'ai pas remis le bigramme pour pas déséquilibrer. Donc on a là, sur cette courbe, on place nos saisons avec l'énergie qui va avec. Alors c'est quoi l'énergie qui va avec? L'énergie de l'hiver, c'est une énergie de contraction d'une puissance qui existe, hein, à l'intérieur, mais qui n'est pas encore autorisée, si je puis dire, à s'exprimer, et qui va s'exprimer au printemps. Et au printemps, tout ce que la Terre a préparé pendant l'hiver pour faire son festival de couleurs et de formes, euh, sort au printemps. Le printemps, c'est un mouvement d'émergence. Après, l'été, c'est plus la même chose, c'est on exploite ce qui est apparu au printemps et on se déploie, mais on finit par commencer à décliner. Voilà. Et l'automne invite au resserrement des forces. On peut aussi, dans cette courbe, voir une balistique d'un projectile que vous lancez. En hiver, vous accumulez de la puissance pour lancer le projectile. Le projectile est lancé au printemps, et puis il monte, il monte, il monte, il monte. Et puis à un moment donné, le deuxième étage se détache, et du coup, le reste continue et commence à entamer progressivement une redescente qui, par ailleurs, n'est pas, ici, il faut réhabiliter un peu la saison de l'automne. Je veux dire, c'est pas, je veux dire, le fait de devoir resserrer ses forces n'est pas une condamnation à l'inaction. Et au contraire, l'automne, c'est la période de la transmission de ce que vous avez fait pour une étape ultérieure, qui commencera par un hiver. Alors, ce qu'on peut aussi, par exemple, illustrer, moi, c'est une expérience concrète que j'ai vécue. Quand j'ai commencé à travailler, je travaillais dans une grande banque sur des programmes informatiques. Et donc, dans ces cas-là, on commençait par une phase de conception, comprenant la première programmation, etc. Donc, on commençait par une phase il fallait concevoir le programme, ce qu'il allait faire, etc. Et puis on commençait à le programmer, et puis on le mettait en œuvre. Et dans le cas particulier de la banque où j'étais, enfin, des gros programmes informatiques, on passait notamment par une phase d'expérimentation. Mais une fois que la mise en œuvre était faite, et ben après, on passait en exploitation, c'est-à-dire que les programmes, ils tournaient, voilà, partout, dans les 2000 agences de la banque, ils utilisaient les programmes, ça tournait, c'était très bien. Et puis un jour, bah, il s'avérait qu'il y avait des nouveaux programmes qui, eux, savaient faire papa, maman, la bonne, moi, enfin bon. Et donc, il pouvait plus il fallait changer. Et à ce moment-là, il fallait engager une phase de migration. Comment on transmettait les données cumulées par l'ancien programme vers le nouveau programme qui allait le remplacer. Et donc, l'idée, c'est qu'on retrouve toujours cette démarche à quatre temps, avec une phase d'accumulation initiale, une phase d'explosion, et puis une phase d'expansion, et puis une phase de resserrement. On le retrouve par. Voilà. Et on peut, par exemple, faire une analogie,
puisque les Chinois fonctionnent par analogie, hein, donc dans le Viking, il faut faire des analogies, il ne faut pas chercher à faire du P implique Q, A plus B égale X, comme on fait dans nos pays cartésiens. Mais il faut chercher à faire en disant ça ressemble tellement et ça a l'air de fonctionner tellement de la même manière que ça doit ressortir du même principe. Et du coup, ils font des analogies. Voilà. Et une analogie qu'on peut faire, c'est la vie. Alors, je vous disais tout à l'heure, c'est la vie d'un virus, c'est une épidémie, mais c'est aussi la vie d'un être humain avec l'enfance, euh, avant qu'il devienne opérationnel dans l'adolescence, et puis qu'il traverse l'âge adulte, et puis qu'ensuite il fasse face à la vieillesse, qui lui permet plus de s'extérioriser autant qu'il le faisait à l'adolescence. C'est ça la différence, c'est le resserrement ou l'extériorisation entre l'automne et le printemps. Et donc voilà ce qu'on pourrait appeler, on avait vu la vie d'un projet, on peut avoir le projet de vie, et cette courbe, elle fonctionne tout le temps. Elle fonctionne parce que quand on met bout à bout les années, avec les saisons, on obtient ce genre de courbe. Et cette courbe, qui est une onde, c'est probablement la courbe la plus fondamentale de la physique, de l'univers. Les, les atomes fonctionnent comme ça, avec les électrons, ils fonctionnent avec des fonctions d'onde. Quand on regarde les ondes de l'électromagnétique, ce sont toutes des ondes avec des fréquences différentes entre la radio et les rayons gamma, avec une toute petite partie au milieu qui est le spectre visible. Bon, il reviendra. Donc, cette courbe, elle est absolument versée. Voilà, j'aurais tendance à vous dire, c'est la courbe de la vie. Bon, c'est la courbe de la vie, c'est la vie, comme ça, c'est des montagnes russes. Et alors, ce qu'on peut aussi regarder, donc ça s'appelle une sinusoïde. Hein, et alors, par exemple, ces temps-ci, on voit beaucoup de gens qui parlent de vibrations, etc. Mais les vibrations, c'est rien qu'une version un peu dégénérée d'une sinusoïde. Hein, je sais pas. Donc, le, là, je vous présente une courbe. Alors, je ne sais pas si ça vous évoque quelque chose. Euh, Ce qui est intéressant, c'est de dire, voilà, le, ce qui nous arrive, c'est des flux qui ont cette forme de sinusoïde entremêlés par trois. Et après, on peut faire trois paquets de trois, et on peut faire trois paquets de trois fois trois. Enfin, ça, c'est pas un problème. Mais c'est entremêlé par paquets de trois. Imaginez par exemple que cette courbe, il y en a une, il y a une des courbes qui représente votre vie familiale, l'autre qui représente votre vie professionnelle, et la troisième qui représente votre vie amicale, relationnelle, etc. Et vous vous apercevrez que là, vous avez un modèle, alors, qui va se déformer, bien sûr, en fonction de la réalité de l'existence, mais qui est la trame de la chose, c'est cet entrelacement de trois sinusoïdes, hein, dont bah, l'une au moins, on l'a vu, représente le temps qui fait, quoi. Alors, je rappelle en plus que les Chinois sont d'abord des paysans, c'est pas des grands marins, hein, ils n'ont pas fait le tour du monde, mais ce sont des paysans, et donc ils sont excessivement attachés, et ça se retrouve dans le Viking, au rythme de la nature et des saisons. Et donc le marqueur, les quatre saisons dans le Viking, c'est extrêmement important. Voilà. Alors, pour rigoler un coup, la courbe là en bas à droite, c'est une représentation de ce qu'on appelle le courant triphasé, c'est-à-dire de l'électricité, c'est-à-dire de l'énergie. C'est-à-dire que ça nous montre que finalement, l'énergie, c'est l'entremêlement de trois brins d'énergie. Donc et on est toujours dans, si on est trois, c'est yang. Hein, donc, et c'est vrai que l'électricité, c'est quand même un truc très yang.
Voilà, je crois qu'on est arrivé au bout de la